Bonjour à tous. Alors nous allons débuter, le webinaire, d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'objectif c'est de revenir un petit peu sur, les différents termes, du glossaire que nous avons constitué, qui décrit, un projet mobile, réussi. Alors je suis Irina Constantin, je suis ingénieure, commerciale et marketing, chez Inflexis et je vais animer cette conférence avec Catherine Marquez qui est responsable marketing et communication. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors avant de démarrer, on va vous demander simplement de nous indiquer dans le chat si, vous nous entendez correctement. On va vous laisser quelques minutes simplement pour s'assurer, du son. Vous pouvez nous dire dans la fenêtre de chat. OK, bon ça a l'air d'être plutôt correct. OK, alors, simplement, quelques mots sur la façon, dont va se dérouler, le webinaire aujourd'hui. Alors, pour l'interface, pour les nouveaux participants qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, donc vous avez à disposition, dans la salle de conférence, un chat, ce qui vous permettra de poser vos questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre, au fil de l'eau. Autrement, on aura un moment dédié, à la fin, de la présentation pour y répondre. Vous avez également donc un chatbot, en bas à droite de l'écran pour tout ce qui est, soucis, techniques. Donc c'est une personne de Webikio qui vous aidera à les régler. Et donc aujourd'hui, en lien direct avec notre thème, vous avez un bouton de téléchargement en haut de l'écran qui vous permettra de télécharger l'intégralité du glossaire, dont on va, voir quelques extraits, aujourd'hui. Alors vous pourrez, intervenir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à n'importe quel moment dans le chat. Et à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de télécharger, les diapos qu'on voit ensemble, aujourd'hui. Alors, pour démarrer, simplement quelques mots sur Inflexis. Alors c'est une entreprise de services du numérique. Nous sommes spécialisés dans la conception d'applications mobiles et d'interfaces pour les objets connectés. Et donc, comment nous accompagnons, nos clients? Principalement, en mettant en œuvre, pour ces clients des services mobiles, novateurs pour les aider à mener leur transformation, digitale. Alors la plupart du temps, ces applications sont des applications métiers. Et une fois que ces applications sont déployées, enfin développées et déployées pour nos clients, nous les aidons à mettre en œuvre leur stratégie, mobile et à assurer l'assistance technique de ces solutions. Alors ici sur ce slide, on voit quelques références, quelques-unes de nos références, donc notamment dans le secteur, banque et assurance, notamment avec, Fortuneo, Odobank Privé, pour lesquels nous avons développé, des applications, de bourse et banque en ligne. Dans d'autres secteurs, par exemple, pour Enedis, nous avions travaillé, sur un projet d'équipement du technicien 3.0 avec une solution sur tablette, pour les techniciens nomades. Dans un contexte un petit peu différent, pour, la filiale, Arkia Assistance, Arkia On Life, nous avons, développé, des, objets connectés pour la téléassistance à la personne, donc avec une montre connectée, équipée de géolocalisation, de tracker d'activité pour la détection de chute. Et autrement, principalement, Et défi Soch. Je suis passé chez Soch en laçant ma chaussure. Je suis passé chez Chauss en Je suis passé chez Soch en laçant ma chaussure. Je suis passé chez Soch en laçant ma chaussure. Je suis passé chez Soch en laçant ma Je suis chaussure. passé chez Soch en laçant ma chaussure. En mâchant. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Profitez des forfaits jusqu'à 50 Go de data sur le réseau Orange. pour les sociétaires de la mutuelle. Et enfin, une dernière. Une blessure au pied, et voilà Neymar, l'attaquant du PSG, loin des terrains durant plusieurs mois. Mais son cas est loin d'être isolé, car le football, comme le rugby, sont des sports à haut risque, même sans contact avec l'adversaire. En Ligue 1, 70 à 80 joueurs sont blessés chaque semaine, surtout aux jambes. Sur une saison complète, cela fait en moyenne 50 blessures par équipe. Alors pourquoi le foot fait-il autant de victimes ? Les raisons sont multiples. Préparation physique, hygiène de vie, faux mouvements.
mais aussi le type de terrain et le type de chaussures. Deux sujets qui retiennent de plus en plus l'attention des chercheurs. À l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak à Paris, le chercheur Philippe Rouche s'intéresse à la traumatologie du rugby et du football. Il étudie ainsi les nouveaux terrains synthétiques qui apparaissent dans les années 2010 pour permettre aux joueurs de s'entraîner ou de disputer un match, quelle que soit la météo. Ces terrains sont-ils dangereux pour les joueurs ? Sur ce point, les études scientifiques donnent des résultats contradictoires. Le gros problème de la majorité des études scientifiques qui sont faites, c'est qu'elles comptent sur le nombre de blessures en fait. Ce sont des études rétrospectives, on va compter sur 2 saisons, 3 saisons, le nombre de blessures. Mais on ne sait pas ce qu'a fait le joueur finalement pendant ces 2 à 3 saisons. Il peut très bien s'être entraîné toute la semaine sur un naturel et se blesser sur synthétique, faire l'inverse, avoir fait la fête la veille. Donc on n'arrive pas à lier la blessure et la cause réelle de la blessure quand on fait des analyses statistiques sur des grandes périodes de temps. Le type de terrain serait-il responsable des blessures ? Pour en avoir le cœur net, l'équipe de Philippe Rouche imagine tout un dispositif d'observation. Des joueurs, équipés de la même paire de chaussures, réalisent les mêmes gestes sur 3 surfaces différentes. Pelouse naturelle, pelouse synthétique et pelouse hybride. Ces terrains sont équipés de capteurs qui mesurent l'effort au sol des joueurs. Le dispositif permet aussi la reconstitution en 3D des gestes des joueurs et donc une analyse fine des efforts fournis par chaque joueur. Pour vous donner un ordre d'idée, les meilleurs joueurs, les plus dynamiques, sont capables de générer jusqu'à 7. Tout le monde est bien eu le temps de voter. Ok. Alors, en fait, il s'agit d'une enquête qui a été menée en 2016 par EBG auprès de 1000 utilisateurs. Et cette enquête est assez intéressante sur les enseignements qu'elle apporte. Elle montre que la première raison de désengagement, c'est la lenteur de l'application. Et on constate par ailleurs que les attentes des utilisateurs sont parfois bien différentes de ce que les stratèges du marketing supposent. Par exemple, ici, on constate que l'ergonomie, par exemple, le design, préoccupe moins les utilisateurs que les performances de l'application. Donc, ceux qui souhaitent travailler sur toutes ces questions-là peuvent avoir des surprises. En conclusion, connaître les attentes et les usages des utilisateurs mobiles, c'est sans doute la clé, l'une des clés en tout cas d'une application adoptée. C'est pas juste, ce n'est qu'une partie de la problématique. Alors, quelques recommandations pour maximiser l'engagement utilisateur. Il faudrait adopter à toutes les étapes du projet de conception de l'application mobile une approche centrée sur les utilisateurs, donc user-centrique. En amont du développement, donc on va vous parler par exemple d'ateliers de design thinking, ateliers de cadrage fonctionnel. Pendant le développement, au travers d'une approche agile, et après le déploiement de l'application mobile tout au long du cycle de vie de l'application. Cela devrait permettre de garantir l'engagement utilisateur dans la durée. Interruption. Voilà pour l'engagement utilisateur. Et maintenant, puisqu'on parle d'engagement utilisateur, ça serait important de se préoccuper aussi du UX design. C'est un terme qui est très utilisé, mais dont on ne connaît pas forcément la définition avec précision, Irina. Oui. Alors justement, pour avoir un petit peu une idée de cette notion et justement de la perception que vous en avez, on vous propose un petit quiz, encore une fois. Et donc, le quiz va s'afficher tout de suite. Alors, il s'agit de savoir si, d'après vous, l'UX design est utilisé dans quel cadre. Alors, est-ce que c'est pour avoir une meilleure compréhension des besoins utilisateurs, pour améliorer le parcours utilisateur ou encore pour rendre un business plus efficace? Alors, on va vous laisser répondre dans la fenêtre de sondage. Encore quelques minutes, certains sont peut-être déjà familiers avec cette notion. Ok. Alors pour la plupart, c'est effectivement pour améliorer le parcours utilisateur. Et on va voir un petit peu plus en détail comment. Alors l'UX design, en réalité, ça regroupe vraiment l'ensemble des moyens, des pratiques qui permettent de mettre en œuvre l'expérience utilisateur qui soit, dans l'idéal, la mieux adaptée à la cible qu'on aura préétablie.
Donc, que ce soit en termes d'utilisabilité, d'ergonomie et de ressenti de l'utilisateur. Et donc, l'objectif de l'UX Design, c'est de fournir vraiment une expérience utilisateur la plus agréable possible et de manière durable. Alors, dans le cadre d'un projet de développement d'applications mobiles, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui relève de l'UX Design, c'est par exemple tout ce qui est lié à la simplicité de prise en main d'une application. C'est le fait de ne pas avoir besoin d'expliquer, par exemple, aux mobinautes comment utiliser l'application, que ce soit intuitif. C'est également l'efficacité des actions réalisées. Qu'il n'y ait pas besoin forcément de trop de clics pour arriver à ses fins ou pour arriver à l'information qui était recherchée au départ. Et donc la présentation des informations de manière correcte et hiérarchisée, qui soit vraiment ajustée au profil de la cible qu'on aura choisie. Alors l'UX design, ça représente vraiment un gain de temps, puisque le fait de considérer les besoins et les attentes des utilisateurs va permettre d'éviter de s'éloigner des solutions qui ne leur correspondraient pas finalement. Donc en fait, on va vraiment mettre l'utilisateur au centre des préoccupations pour pouvoir répondre au mieux à leurs demandes. Alors simplement, vous avez peut-être entendu parler d'UI design, donc UX, User Experience, et UI, User Interface. Alors l'UI, simplement à dissocier, puisque ça désigne tout ce qui est lié vraiment à la mise en forme des pages et des écrans. Donc c'est tout ce qui va s'attacher à l'esthétique de l'application, donc l'identité visuelle, le design des boutons et tout ce qui est éléments graphiques. Et donc pour garantir une bonne expérience utilisateur, il est intéressant de mettre en place des ateliers de design thinking. Alors on va vous dire comment nous, Inflexis, on a mis en place ce type d'atelier. Mais avant ça, on va simplement revenir sur la notion de design thinking. C'est une notion qui a été développée à Stanford dans les années 80 et elle a vraiment pour but d'appliquer la démarche d'un designer au départ pour répondre à un problème ou à un projet d'innovation pendant un atelier de co-conception. Alors de cette manière, vraiment, ça permet de réfléchir et d'innover et ça s'appuie principalement sur des retours utilisateurs. Alors que ce soit des tests, donc avec des bêta-testeurs, ou alors en situation réelle. Et donc chez Inflexis, nous proposons à nos clients de mettre en place des ateliers de design thinking pour vraiment préciser le cadrage fonctionnel des applications mobiles de nos clients en amont des projets. Et ça va venir compléter un cahier des charges qui est initialement fourni. Et donc dans un second temps, on a aussi les tests utilisateurs qui sont réalisés tout au long du développement et une fois également l'application déployée. Alors un autre terme que vous avez dû entendre relativement souvent, c'est le développement en mode agile. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, Catherine ? Alors la méthode agile, en effet, c'est une approche qui est initialement utilisée dans le développement informatique. C'est une approche qui suit de grands principes qui sont décrits dans un manifeste de la méthode agile. Donc, il s'appuie sur 4 grands principes que vous voyez là. L'un, par exemple, très important, c'est la collaboration à l'intérieur de l'équipe de développement, bien sûr, mais avec le client aussi. Et un autre, c'est l'acceptation ou la flexibilité, c'est-à-dire l'adaptabilité pendant le développement. L'idée de base, ça consiste à proposer une version minimale de l'application ou du logiciel, puis à intégrer au fur et à mesure des fonctionnalités supplémentaires par processus itératif, à la différence d'anciennes méthodes de développement où on précisait un cahier des charges global au début, et puis on développait et on mettait dans les mains des utilisateurs tout à la fin. Donc la méthode, elle s'appuie en fait sur le découpage d'un projet en incréments qui sont nommés des sprints, comme dans la course. Ces sprints, ils durent 2 à 3 semaines. Et ce processus itératif permet à chaque fin de sprint de tester un livrable auprès des utilisateurs, d'avoir un retour en fait, de leur part qui va permettre aux équipes de développement de rectifier, d'améliorer ou de modifier certains éléments qui ne répondent plus ou pas aux besoins exprimés.
Donc, il y a 3 atouts majeurs à la méthode. D'abord, on a des livraisons régulières qui permettent de valider. On vient de dire que la solution développée correspond aux attentes, de faire des réglages intermédiaires. On a une appli qui est tout de suite opérationnelle. Donc, le client, le maître d'ouvrage, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, commence à utiliser le logiciel dès la première livraison. Et on a une approche centrée sur les utilisateurs. Donc, on est à même de rester au plus près de ses attentes, de ses besoins et éventuellement de l'évolution de ses attentes et de ses besoins. Alors, d'autres termes, qu'il est intéressant de préciser, c'est des termes comme la notification push, la synchronisation ou encore la géolocalisation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Irina? Oui, bien sûr. On est sur des termes clés qui désignent vraiment des fonctionnalités spécifiques aux terminaux mobiles. Alors, je vais vous mettre voilà, le slide en question. Et on est sur vraiment les différentes raisons pour lesquelles les applications mobiles ont vraiment beaucoup de succès, puisque ça permet d'avoir différentes fonctionnalités qui ne sont pas permises sur des différentes solutions ou alors contenus plutôt traditionnels comme par exemple un site web sur lesquels les fonctionnalités mobiles ne sont pas possibles et disponibles. Alors une bonne application ne se contente pas par exemple de refaire exactement ce que ces différents homologues traditionnels peuvent réaliser, ou alors ce que je disais tout à l'heure, comment dire, avoir de nouveau le même contenu qu'un simple site web. Et donc, on sera sur des fonctionnalités vraiment intrinsèques et propres aux terminaux mobiles, ce qui va ajouter vraiment une réelle valeur à l'application. Donc ici, on parle plutôt de fonctionnalités liées à la caméra, au GPS, à la notification push, au mode connecté-déconnecté, donc le fait d'avoir du réseau ou non dans une certaine zone géographique. Et on va permettre à l'application de rendre un service qui ne peut apporter une solution traditionnelle, encore une fois, comme un site web. Et c'est ici la notion d'engagement que prend tout son sens vraiment, parce que ces killer features, on les appelle killer features, ce sont ces fonctionnalités qui sont vraiment innovantes et apportent un réel service à l'utilisateur vraiment supplémentaire par rapport à une solution traditionnelle. Alors, on va commencer par la notification push. Alors, simplement, vous devez avoir une idée, j'imagine, de ce que c'est. C'est un message pour la plupart du temps qui est relativement court et qui est envoyé depuis un serveur vers le terminal mobile de ces utilisateurs de cette application en question, et qu'ils soient en train de l'utiliser ou pas. Donc, justement, là, on est sur le mode connecté ou déconnecté. Et donc, la notification push, c'est vraiment un excellent outil marketing, puisqu'il est extrêmement puissant et il permet d'envoyer des messages ciblés de manière pertinente aux bons utilisateurs et vraiment au bon moment. Et donc, cette fonctionnalité qu'est la notification permet d'augmenter l'engagement utilisateur de plus de 170%. C'est un chiffre qui nous a été communiqué par une étude qui a été réalisée par Localytics en 2015. Et vraiment noter que l'essentiel c'est d'utiliser cette fonctionnalité de manière vraiment intelligente, parce que ça représente un canal de communication assez puissant. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas courir le risque d'obtenir l'effet inverse de ce qui a été recherché au départ. Alors, vraiment, on l'a vu tout à l'heure, parmi les principales raisons de désabonnement, aux notifications, on trouve parfois la fréquence d'envoi et le manque de pertinence des messages. Donc, c'est ce qu'on veut éviter au maximum. Et pour ne pas risquer vraiment d'être perçu comme trop intrusif, la notification doit s'avérer être utile pour le mobinote et lui faire comprendre vraiment les bénéfices qu'il peut retirer des notifications qu'il se verra adresser. Alors c'est le cas par exemple lorsqu'elles sont personnalisées ou contextualisées. C'est important de rassurer l'utilisateur vraiment dès l'abonnement aux notifications
de la fréquence et du volume d'envoi des notifications et lui laisser toujours la possibilité de se désabonner très facilement, ce qui est vraiment un élément de réassurance. Et donc en résumé, pour impacter de manière positive l'engagement des mobinautes, la notification push doit vraiment être utilisée de manière ciblée et pertinente. Alors maintenant, on va voir. Juste répondre Oui. à une question que Mohamed a posée à propos des tests sur les. Comment réalisez-vous vos tests sur les différentes versions des devices mobiles? Alors déjà, on a, avant de pouvoir livrer et déployer les versions, on réalise des tests unitaires, des tests de non-régression en interne. Ensuite, il y a une période de recette pendant laquelle le client va tester de son côté dans son environnement de production, de pré-production. Et ensuite, on va réaliser les tests avec les utilisateurs finaux. Et donc, on va leur mettre en main une version de l'application. Ça, ce sera vraiment au cas par cas. On verra avec notre client quelle version il sera le plus utile de tester. La plupart du temps, c'est la dernière version en date qu'on va tester. Mais je pense que la question de Mohamed portait sur les versions des devices. C'est-à-dire comment on teste sur, je sais pas, une tablette. Alors, il va nous confirmer. Ou sur différentes versions d'OS ou sur différents types de devices. Donc, il précise sa question. Sur les versions des OS. Comment on s'assure finalement que ce qu'on vient de développer fonctionne sur différents OS? En fait, on va justement le tester sur différents environnements de pré-production en amont et sur les devices eux-mêmes. C'est-à-dire on a une série de devices ici en interne et chez nos clients. Parfois, ils ont un certain nombre de terminaux mobiles sur lesquels on va tout tester, évidemment. On va peut-être continuer. Alors, on arrivait justement à la fonctionnalité de géolocalisation. Et donc, c'est la fonction du smartphone, vous devez sûrement la connaître, qui vous permet de vous localiser géographiquement à un endroit. Et donc, pour fonctionner, nous allons le voir plus tard, votre téléphone utilise une combinaison de différents facteurs, donc le réseau mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Et donc vraiment en termes d'usage, les possibilités sont assez vastes pour pouvoir faire de la géolocalisation et apporter de la valeur à votre application mobile. Donc tout ce qui est lié au géomarketing, la localisation des personnes dans un lieu commercial, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, la météo et les différentes informations. Il s'agit là d'exemples de géolocalisation outdoor. Donc là, on est vraiment en extérieur. Et il existe aussi des usages en matière de géolocalisation indoor, notamment dans le domaine de la surveillance médicale. Et donc, pour cela, nous travaillons à la mise en œuvre d'objets connectés pour la téléassistance à la personne qui intègrent justement ces fonctionnalités de géolocalisation d'un point de vue plutôt à l'intérieur des bâtiments. Et donc, sur une montre connectée qui est équipée d'un capteur GPS qui permet de retrouver des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, par exemple, à l'intérieur d'un EHPAD, pour citer un exemple. Alors cette fonctionnalité apparaît plutôt évidente aujourd'hui puisqu'on l'utilise tous. Il suffit d'activer le GPS, mais ça constitue vraiment un vrai défi technique. Et on va voir tout de suite pourquoi, avec un petit quiz qu'on vous propose. Alors, on va vous laisser répondre dans la fenêtre de sondage qui s'est affichée. Selon vous, avec quelle précision le GPS peut-il vous localiser? Est-ce que c'est à quelques centimètres près, à quelques mètres près ou à quelques centaines de mètres près? À votre avis, qu'est-ce qui est la meilleure réponse? Alors, je crois que la plus grande partie d'entre vous dites à quelques mètres près, et donc vous avez raison.
Elle permet donc, le GPS permet d'obtenir une précision de quelques mètres quand le récepteur reçoit des signaux d'au moins 4 satellites. Donc c'est des performances remarquables, on peut le dire, mais qui a des limites, qui a une limitation, notamment dans le cas des objets connectés. D'abord, vous l'avez peut-être remarqué, mais le GPS n'est pas forcément fonctionnel à l'intérieur, parce que les ondes pour être correctement transmises au récepteur, il faut réduire les obstacles. Donc les murs peuvent constituer un obstacle. Et deuxièmement, un récepteur GPS nécessite plusieurs minutes pour calculer la mise en route, sa position, parce que la fréquence d'émission des signaux est assez faible. Donc, en intérieur, pourtant, vous avez pu remarquer quand même que le GPS de votre téléphone parvenait à vous localiser. En fait, ce n'est pas le cas. Cette localisation n'est pas forcément effectuée grâce à la technologie GPS. En tout cas, si le signal n'arrive pas à passer, il y a un relais qui se fait par les réseaux Wi-Fi et cellulaires qui se trouvent à proximité. Donc, c'est une combinaison des trois, finalement, qui parvient à vous localiser. La difficulté qui peut se poser, c'est que les réseaux Wi-Fi et cellulaires, ils peuvent aussi présenter des limitations contraignantes. Leur précision, en fait, dépend du nombre d'antennes qui sont présentes dans la zone dans laquelle vous êtes. Par exemple, dans un milieu urbain, il va être possible de se localiser très rapidement, avec une précision de quelques dizaines de mètres, alors qu'en milieu rural, la précision sera beaucoup plus faible, on peut atteindre quelques kilomètres parfois. Et une autre contrainte, c'est que l'appareil doit être connecté bien sûr à Internet pour obtenir les informations sur sa localisation. Voilà, donc tout cela fait que le GPS n'est pas une question si facile à aborder. En tout cas, la localisation, plus exactement, n'est pas une question si facile à aborder. Ça dépend des usages qu'on en fait. Un autre sujet maintenant dont on peut parler et qui concerne une fonctionnalité intrinsèque des terminaux mobiles, c'est la synchronisation, c'est-à-dire le fonctionnement en mode connecté ou déconnecté de votre équipement mobile. Donc une grande partie de l'intérêt des applications mobiles, ça réside dans la possibilité de garder votre application et ses données avec vous partout. Mais on peut évidemment perdre l'accès à Internet, ça c'est le principe de la mobilité. Et c'est là qu'intervient la synchronisation. Lorsqu'on perd la connexion, en fait, l'application va fonctionner en mode déconnecté, c'est-à-dire elle va stocker temporairement les données dans le terminal mobile. Elle embarque l'application un moteur de synchronisation qui va gérer les éventuels conflits de données, les droits d'authentification, la sécurisation de la base de données. Et lorsque la connexion Internet revient, la synchronisation va se remettre automatiquement en route. C'est une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante pour des applications mobiles à destination de commerciaux nomades ou de personnel nomade. C'est ce qu'on a mis en place par exemple pour l'application pour Groupe Pasteur Mutualité, qui est une application sur tablette pour l'aide à la vente pour les commerciaux. Alors, un nouveau terme qui est intéressant et dont vous n'avez pas forcément entendu parler, c'est le cycle de vie d'une application mobile. Je vais laisser Irina vous en parler. Tout à fait. Alors, c'est vraiment une notion qui est liée, qui est spécifique à la mobilité. Alors, une application mobile doit vraiment vivre pour constamment s'adapter aux besoins de ses utilisateurs, qui évoluent en permanence, hein. Mais également au fait qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques. Alors, le premier point qu'on a voulu mettre en avant, c'est la mise à jour des OS, donc les plateformes iOS, Android et Windows qui subissent assez régulièrement des mises à jour. Donc, il est vraiment nécessaire d'adapter vos applications mobiles, qu'elles soient fonctionnelles et qu'elles ne rencontrent aucun point bloquant ou aucun bug. Également, il est important de considérer les besoins de vos utilisateurs qui évoluent au fil de l'eau et pourquoi ils évoluent et comment les satisfaire vraiment avec notamment des tests utilisateurs à prévoir donc avec les prestataires. Nous réalisons les tests utilisateurs avec nos clients avec l'aide de bêta-testeurs. Et enfin, il est important de faire évoluer les applications mobiles pour qu'elles s'inscrivent également dans une logique de fidélisation vraiment de l'utilisateur pour l'inciter à utiliser et générer vraiment le besoin, parfois même la dépendance
de l'application. Voilà pour le cycle de vie de l'application. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui de ce webinaire pour favoriser la réussite d'un projet mobile? Tout d'abord, comme je le disais à l'instant, c'est d'impliquer les utilisateurs vraiment le plus tôt possible dans le processus de création du parcours utilisateur et vraiment le réaliser en collaboration avec ses utilisateurs. Pour avoir vraiment garder en tête l'objectif final, c'est d'avoir un très bon taux d'adoption à la fin. Il est important d'adopter vraiment une méthodologie agile pour pouvoir réduire au maximum les risques et se rapprocher le plus possible de l'objectif qui aura été annoncé au départ. Le troisième point qu'on a voulu mettre en avant, c'était d'avoir recours aux fonctionnalités intrinsèques des terminaux mobiles pour pouvoir augmenter vraiment la valeur ajoutée de l'application. Puisqu'une application, comme on le disait tout à l'heure, qui va simplement venir dupliquer un site web avec du contenu, des articles, n'aura pas forcément grande valeur ajoutée, ne va pas susciter plus d'intérêt que ça chez vos utilisateurs. Et donc, ça sera le moyen de fidéliser les utilisateurs également en ayant recours à de la notification push et d'autres fonctionnalités intrinsèques. Et enfin, il est important de faire évoluer l'application, ce qui était lié au cycle de vie qu'on a abordé à l'instant, pour avoir de nouvelles versions et pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités pour satisfaire encore une fois vos utilisateurs. Et ce qui est nécessaire, c'est vraiment de les consulter de manière régulière pendant le temps du développement et également une fois que l'application aura été déployée et mise en production. Donc c'est important d'avoir un retour au plus proche des utilisateurs. Voilà, je pense qu'on a vu quelques termes. Bien sûr, il y en a bien d'autres qui seraient intéressants de détailler. Si vous avez des questions, si vous souhaitez éclaircir d'autres termes liés au digital dont vous ne maîtrisez pas le sens, pour lesquels vous avez un doute, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat ou bien par email, bien sûr. Mais dans le chat, pendant ce webinaire, là, on est presque terminé, mais on a encore du temps pour vous répondre si vous avez des questions. Philippe pose une question. À quelle fréquence faut-il sortir de nouvelles applications sur les stores? Alors, un premier conseil déjà, ce serait de se rendre régulièrement sur les stores si vous avez une application qui est disponible sur les principales plateformes, donc iOS et Android. C'est de se rendre sur ces stores et de consulter les avis de vos utilisateurs. Si ces avis font ressortir des idées de nouvelles fonctionnalités et que ces avis sont récurrents, alors là, il faudra se poser la question d'imaginer une nouvelle version. Mais c'est vrai que c'est assez important de la faire évoluer et des nouvelles versions. En termes de temps, ça serait compliqué de donner une idée, peut-être tous les 6 mois, mais en tout cas, venir rectifier et corriger des bugs, ce serait le minimum, entre guillemets. Et ensuite, vraiment être à l'écoute de vos utilisateurs pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. S'ils ont besoin de nouvelles fonctionnalités pour avoir un service vraiment complet. Oui, pour compléter ce que vient de dire Irina, on peut aussi se servir d'outils d'analyse de la performance de l'application qui vont donner des indicateurs sur des pages qui ne sont pas visitées ou des fonctions qui ne sont pas utilisées ou qui sont utilisées particulièrement et qui sont majeures dans l'application. Enfin, des éléments qui vont permettre de se dire peut-être qu'à tel et tel endroit, il faut apporter des ajustements ou mettre en place des opérations d'ajustement ciblées. Tout à fait. Il y a moi un mec qui est en train de préparer une question. En attendant, moi je veux simplement vous dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre blog. On évoque toutes ces questions aussi. Vous pouvez télécharger l'OCR mobile en cliquant sur le bouton qui est dans le haut de votre écran. Et vous pouvez également visionner des webinaires qui sont passés, vous inscrire à notre chaîne Webikeo et aller voir ces webinaires pour les revisionner.
Alors, il y a Mohamed qui demande des précisions sur Xamarin, qui permet de faire des développements hybrides multi-OS. Est-ce que vous l'utilisez chez vous? Alors, on a connaissance de cette plateforme. Chez nous, on a travaillé avec, enfin, on travaille toujours avec, sur la plateforme qui permet de réaliser des applications hybrides qui s'appelle Cordova. Et aujourd'hui, on développe également des applications en Ionic qui permettent de faire des prototypes très rapidement et de pouvoir avoir une base et développer de manière très rapide. Je vous signale aussi au passage qu'il y a notre prochain webinaire le 17 mai auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant, dans lequel on rentrera un peu plus dans le détail de certaines fonctionnalités mobiles dans le cadre d'usage que nous avons mis en place chez certains de nos clients. Donc, on donnera concrètement des exemples de mise en œuvre de ces fonctionnalités intrinsèques dont on a parlé déjà au terminal mobile. Alors, à propos de l'IoT, donc tout ce qui est lié aux objets connectés, j'imagine, y aura-t-il un webinar? Alors, ça peut être, c'est une idée intéressante pour un prochain webinar. On va le considérer. Alors autrement, aujourd'hui, on est revenu sur quelques termes liés au développement d'applications mobiles. Mais vous avez donc dans la salle de conférence, vous avez la possibilité de télécharger l'intégralité du glossaire qu'on a constitué avec beaucoup plus de termes liés au développement mobile et au digital. Donc n'hésitez pas à télécharger l'intégralité du glossaire aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Mohamed. Merci Mohamed. On pourra peut-être échanger par la suite. Alors sur le dernier slide, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez tout à fait reprendre contact avec nous pour essayer d'échanger sur d'autres sujets, évidemment, liés au développement mobile. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on a un petit peu débordé sur l'horaire, un peu plus long que d'habitude. Donc, merci pour votre participation et bonne fin d'après-midi et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à notre prochain webinaire si le sujet vous intéresse ou à reprendre contact avec nous par email ou par téléphone. Merci à vous tous. Merci à vous, bonne journée.